Donc, Mathilde Baraba est professeure en études littéraires à l'Université du Québec à Trois-Rivières, co-titulaire de la chaire FRQ-CNRS sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression, ou la chaire Colibex pour l'appeler par son petit nom. Directrice du laboratoire de recherche L'Art en procès, dont je fais partie également comme co-chercheur. Mathilde consacre ses travaux à la liberté de création en France et au Québec, et elle a aussi consacré plusieurs études au rapport entre art et droit, à la littérature contemporaine française et québécoise, à l'histoire littéraire et à la réception du corpus contemporain par l'université. Et donc, Mathilde, aujourd'hui, la conférence que tu nous présentes s'intitule « Faut-il encore attaquer la fiction? Réflexion à partir de quelques interdictions juridiques ». Donc, un titre que tu as choisi en clin d'œil à l'ouvrage récent de Pierre Hébert qui est en ligne avec nous, je crois bien. Je te laisse la parole, Mathilde. Merci beaucoup, Mélodie. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis très contente de voir autant de visages familiers. Ça fait plaisir de vous voir en vrai aussi, parce que ça faisait un petit moment. Là, je suis en année d'études et de recherche, donc je suis loin des salles de classe. Merci beaucoup, Mélodie, de ton invitation. Je suis vraiment très curieuse de ce séminaire. Je trouve que vous avez bien de la chance d'avoir un séminaire consacré à la fiction. C'est un thème qui m'intéresse tout particulièrement en lien avec mes travaux sur la liberté de création. Pour plusieurs raisons. Donc, je travaille autour des droits et des devoirs des artistes, mais je m'intéresse particulièrement, comme Mélodie l'a dit, au procès qu'on intente aux créateurs et aux créatrices, aux polémiques qui entourent certaines pratiques artistiques, mais aussi à la question de la régulation ou de l'autorégulation de la création. Donc la régulation, ça va être aussi bien par des textes constitutionnels comme les chartes, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que des lois, mais aussi la jurisprudence, donc ce que disent les tribunaux autour d'affaires liées à la liberté de création. Et l'autorégulation, on va être plutôt au niveau, par exemple, des politiques dont vont se doter des organismes culturels. Donc, c'est tous ces phénomènes-là qui m'intéressent. La question de la fiction, elle revient quand même assez régulièrement. Je vous dirais surtout dans des affaires, des procès, par exemple, ou encore des polémiques. Et une des questions qui revient très souvent, c'est celle de le statut de fictionnalité ou non d'une œuvre. Je vous donne deux exemples pour incarner un petit peu la façon dont la fiction peut être un lieu de discussion pour ceux qui s'intéressent à la liberté de création. Premier exemple, vous avez peut-être le souvenir de l'affaire autour du garçon au pied à l'envers, ce roman de François Blais qui a paru de façon posthume et autour duquel le Bureau de la santé publique avait émis un avis en disant que cette fiction-là pouvait avoir des effets réels tout à fait dommageables parce qu'il était question de suicide. Donc ça a créé toute une polémique autour des effets de la fiction. Autre exemple, les procès qu'on intente, surtout aux écrivains, aux écrivaines, sont très très souvent liés à des affaires d'atteinte à la vie privée. J'imagine que vous en avez parlé, puisque Mélodie travaille sur cette question-là aussi. Alors, les avocats, les juges se retrouvent à se poser la question, est-ce que c'est vraiment une fiction qu'on a sous les yeux ou est-ce que c'est une autobiographie déguisée? Donc, la question, le statut de la fictionnalité du texte peut être envisagé. Tant et si bien que certains juristes ont cherché à dessiner quelque chose comme une exception de fiction pour essayer d'élargir d'une certaine manière la liberté de création en avançant l'argument que la fiction ne fonctionnait pas exactement comme un autre type d'expression et donc il fallait en faire quasiment une zone de non-droit. Donc ça vous donne un petit exemple des cas très concrets dans lesquels
une théorie de la fiction peut avoir à être interrogée dans le cadre d'une réflexion autour de la liberté de création. Donc, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la question des effets de la fiction, sa dangerosité supposée et les raisons qu'on peut avancer pour encadrer la fiction. Donc, ces polémiques, ces procès, voire tout le travail de régulation et d'autorégulation ont souvent pour cœur la question de l'effet de la création. Là, c'est l'effet de la fiction qui va m'intéresser. Alors, mon titre, Mélodie le disait, c'est évidemment un clin d'œil très appuyé à celui de Pierre Hébert, qui a donc publié « Faut-il encore protéger la fiction » il y a quelques mois. Pierre, qui est un grand spécialiste de l'histoire de la censure au Québec, et dans cet ouvrage-là, il s'inquiète de la recrudescence de pulsions sensoriales dans les dernières années. Son titre, « Faut-il encore protéger la fiction ?» Alors, pour ceux qui font partie du séminaire, vous avez lu l'introduction et le chapitre 6, donc je vais y faire des allusions. Pierre revient sur cette question-là dans l'introduction en expliquant que cette protection de la fiction peut peut-être apparaître comme un combat d'arrière-garde, qu'après tout, peut-être il faudrait baisser les bras, accepter que la fiction soit captée par des débats qui lui sont extérieurs. Donc, il revient sur son titre. Cette question-là, faut-il encore protéger la fiction? C'est évidemment la question de quelqu'un qui croit, qui a cru en l'autonomie de l'art. Alors, c'est-à-dire, ou tout de moins, en la plus grande autonomie possible pour l'art. Cette question-là, cela dit, sans être rhétorique, parce que Pierre la pose vraiment frontalement dans son livre, il y répond assez clairement, hein, le sous-titre le dit, oui, selon lui, il faut continuer de protéger la fiction, et son texte, son livre, est en large part un plaidoyer pour la liberté de la fiction, je dirais, pour la liberté de création en général. La détestation de Pierre pour la censure est palpable, je crois, au fil des pages. Alors, tout comme Pierre, avec qui j'ai le plaisir de travailler, hein, je suis une fervente défenseuse de la liberté de création et puis de la liberté d'expression en général. Mais cette défense-là de la liberté de création, elle n'est pas toujours aisée à mener. Si vous avez lu donc, en entier le texte de Pierre, puis même c'est palpable juste dans l'introduction et dans le chapitre 6, on voit bien quand même que c'est plus facile pour lui de défendre les créations qui, par exemple, mettent en scène des personnes en train de fumer, que de défendre celles qui mettent en scène de manière un peu gratuite une scène de viol. Alors évidemment, selon les sujets, on va être plus ou moins à l'aise à faire cette défense de la liberté d'expression. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de m'installer un peu dans ce malaise et d'aller interroger des questions qui sont justement des questions difficiles et de reprendre le questionnement autour des droits et des devoirs des artistes à partir de cas limites. De fiction à thèse raciste, de fiction propagandiste, de fiction obscène, ultra-violente, et aussi de fiction pornographique qui mettent en scène des enfants. C'est surtout sur ce dernier cas que je vais réfléchir. Alors, pourquoi choisir ces cas limites? Parce qu'ils nous obligent à réfléchir à nouveau frais à notre rapport à la fiction et à la façon dont on considère les effets de la fiction. Avec ces sujets-là, nous pourrions bien nous transformer non plus en défenseurs de la liberté de création, mais en son adversaire, et nous poser alors cette question, ne faut-il pas, parfois, attaquer la fiction?
Alors, vous comprendrez hein, que je ne prends pas le contre-pied de la proposition de Pierre Hébert. Moi, je partage largement sa démonstration, mais je veux vraiment aller chercher ces cas-là qui nous obligent à peut-être reconsidérer cette question et se positionner autrement. Alors, je partage en large partie les craintes de Pierre, qui a le sentiment que certains des détracteurs de la fiction ne comprennent tout simplement pas ses rouages ou ses vertus, mais le choix d'envisager des cas limites, hein, des fictions qui sont des cas limites, va peut-être nous obliger, non pas comme le fait Pierre, à considérer la fiction comme en danger, mais à considérer aussi la fiction comme dangereuse. Et je pense qu'elle l'est. Elle l'est probablement notamment en raison de ce simple fait qu'elle est très difficile à attaquer. L'histoire des attaques contre la fiction, et plus largement l'histoire de la censure, c'est une histoire de contre-finalité. On veut faire quelque chose, puis on se retrouve à faire le contraire. Alors pourquoi c'est une histoire de contre-finalité? Parce que quand vous cherchez à interdire une œuvre, bien souvent vous lui faites de la publicité. Alors quand vous cherchez à interdire une expression, vous prenez toujours le risque de jeter la lumière sur cette expression. Donc, mettez-vous à la place du bureau de la santé publique que j'évoquais tout à l'heure. Alerter sur un livre dont on lui dit qu'il pourrait être dangereux pour la jeunesse. C'est un livre destiné aux adolescents. On lui dit que dedans, il y a des représentations du suicide et que les représentations du suicide peuvent avoir un effet d'entraînement, notamment sur les jeunes. Le bureau de la santé publique essaye d'avertir les travailleurs, travailleuses qui travaillent avec des adolescents. Ce livre-là, ne le mettez pas entre les mains des adolescents. Mais dans leur lettre à ces travailleurs et travailleuses, il y a un paragraphe très clair dans lequel ils leur disent « Et surtout, ne faites pas circuler cette demande de mettre de côté ce livre-là, parce que vous risqueriez de faire parler du livre. » C'est très exactement ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai entendu parler de cette affaire-là, c'est parce que les médias ont commencé à en parler. Je suis allée l'acheter à la librairie, puis mon libraire m'a dit « Bah oui, on vient d'en recommander une pile. » Parce qu'évidemment, tout le monde en a parlé. Alors, sur cet exemple-là, ça peut nous faire sourire, mais mettons-nous maintenant à la place d'une personne qui se retrouve transformée en personnage. Dans un texte écrit par une proche, qui le met en scène de manière nominative et qui lui prête toutes sortes de traits de personnalité et puis même d'actions qui sont tout à fait contraires à la morale, que tout le monde va réprouver. Et s'adresse de cette personne-là un portrait qu'elle considère comme diffamatoire. Que faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre cette fiction-là? Si vous choisissez la voie de le dénoncer, et puis notamment devant les tribunaux, vous allez à nouveau lui faire de la publicité. Et puis ce que vous allez dire, c'est que vous vous reconnaissez, donc c'est peut-être pas tout à fait faux. Alors, ces deux exemples-là, je voulais les donner un petit peu en exergue pour rappeler quand même une certaine puissance de la fiction. Dans le premier cas, c'est valable pour toute censure. En général, vous essayez de censurer quelque chose, que ce soit fictionnel ou non, vous risquez toujours de mettre la lumière dessus. Mais le deuxième cas est peut-être plus intéressant pour nous, parce que ce que ça pointe, c'est un trait particulier de la fiction, qui est de parler du monde de manière détournée. Parfois de manière métaphorique, de manière imagée. Mais ce n'est pas forcément un discours direct, c'est un discours contourné, mais qui peut être un discours quand même, hein, qui est en tout cas une expression. Alors, après avoir posé la question, je dirais de manière un petit peu stratégique, est-ce que ça vaut toujours le coup d'attaquer une fiction parce que ça peut nous faire le contraire de ce qu'on voudrait faire? Il faut poser aussi la question, je dirais, sur le fond. Est-ce que c'est toujours une bonne idée d'attaquer une fiction, tout simplement à cause de ce caractère fuyant de la fiction, qui en fait un adversaire assez redoutable? Alors, je ne vais pas répondre de manière très
serré à cette question-là. Faut-il encore attaquer la fiction que je proposais en titre pour la conférence, de manière un petit peu plus limitative et humble. Ce que je voudrais, c'est d'essayer de me servir d'un cas limite pour décrire quelques constantes dans le combat des censeurs contre la fiction. Et puis vous aurez compris que ce que je vous propose de faire là, c'est de vous mettre dans la peau de ces censeurs-là. Ces constantes, c'est que pour ceux et celles qui cherchent à censurer une fiction, ils se retrouvent toujours en but aux mêmes difficultés, et notamment la première difficulté, ça va être une difficulté souvent définitionnelle. Définir ce qu'on a sous les yeux, les limites que cette chose devrait avoir, en quoi telle représentation est acceptable et quand est-ce qu'elle devient inacceptable. Cette question de la qualification de l'acceptable et de l'inacceptable est toujours très compliquée. Et puis si vous vous expliquez que telle fiction devrait être interdite, on va toujours vous dire oui, mais si vous interdisez ça, alors vous allez devoir interdire ça aussi, et ça, et ça. Donc la question de la définition de l'enfant, de ce qui est acceptable et inacceptable, est toujours très compliquée quand on s'attaque notamment à la fiction. L'autre difficulté, ça va être celle non seulement de cerner les effets d'une fiction, mais je vous dirais surtout de les prouver. Et vous allez voir que ces deux éléments-là, la définition des torts de la fiction et la définition et surtout la preuve des effets délétères de la fiction sont très difficiles à dresser. Donc, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais assez rapidement revenir sur quelques affaires récentes de censure de la fiction au Québec, sur les modes et les motifs de cette censure. Donc, j'ai mis censure entre guillemets parce que on emploie souvent le terme de manière un petit peu relâchée, je dirais. Tout ne relève pas strictement parlant de la censure, mais justement, ça va être un des points sur lesquels je voudrais vous amener à réfléchir. Donc, premier panorama, je dirais assez rapide autour de quelques affaires récentes. Et puis, je vais en venir dans un deuxième temps, ce qui va principalement m'occuper pendant cette conférence, qui est la question du cas limite, ce que j'évoquais, qui est celui de la pornographie juvénile. Je vais aborder cette question-là à partir du point de vue du droit. Donc, je ne prendrai pas le point de vue ni moral, ni éthique, ni politique, mais le point de vue du droit, en essayant de voir justement comment le droit définit cet objet-là de la pornographie juvénile, quelles limites il place à l'acceptable et à l'inacceptable, quel rôle il fait jouer à la fiction là-dedans, et puis dans un deuxième temps, regarder comment le droit définit les effets de la pornographie juvénile. Alors, je vous ferai évidemment pas lire d'extraits ni visionner d'extraits. Je vais raisonner à partir de définitions légales, à partir d'exemples généraux. Mais je voulais signaler que je me retrouvais dans une posture un petit peu inconfortable, et puis surtout inconfortable pour vous, qui est que j'ai prévenu Mélodie que j'allais aborder ce sujet-là, mais ceux qui m'écoutent en ligne ne sont pas au courant. Donc pour les étudiants et étudiantes du séminaire, vous saviez que c'était un sujet que j'allais aborder. Pour ceux qui nous suivent en ligne, le titre n'est pas suffisamment explicite, donc je m'en excuse. Évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement pénible. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais c'est quand même une réflexion qui est difficile à mener. Hein. Alors, je préfère m'appesantir sur ce choix-là. Je sais que c'est un choix qui n'est pas évident, mais voilà, je vais essayer d'amener quelques pièces pour réfléchir à la question plus générale de l'encadrement de la fiction. Je tiens aussi à préciser que c'est une réflexion en train pour moi. Ça fait longtemps que je réfléchis à cette question-là en particulier parce qu'elle pose beaucoup de questions intéressantes. Mais ma réflexion n'est pas tout à fait arrêtée. Donc,
J'y vais par étapes. Je vais passer notamment beaucoup de temps aujourd'hui sur la question de la définition de la pornographie juvénile. On pourra aborder les questions sur lesquelles je vais passer un petit peu plus rapidement pendant la période de discussion. Alors, pour commencer, je voulais revenir sur quelques affaires récentes en lien avec la censure de la fiction. Donc, je vous ai mis quelques images sur la diapositive. C'est des affaires qui remontent aux 5 dernières années, je dirais, qui sont quand même relativement abondantes et qui concernent toutes des affaires en lien avec la fiction. Je ne sais pas si elles vous disent toutes quelque chose. Il y en a une qui est moins explicite que les autres, où on voit une personne manifestement sur scène en train de fumer. Pierre y fait allusion, hein, ces 3 théâtres de Québec qui ont reçu une amende parce qu'un acteur ou une actrice fumait l'équivalent d'une cigarette, une fausse cigarette sur scène. Est-ce que les autres, ça vous dit quelque chose? Donc j'ai parlé du Garçon au pied à l'envers de François Blais. Les autres affaires, est-ce qu'elles vous sont un petit peu familières? C'est les Gretel. Hansel et Gretel, oui. C'est quoi? C'est récent. C'est un auteur qui met un viol d'enfant, justement, quelque chose comme ça. Qui décrit des viols d'enfants, en effet, dans un roman d'horreur. Puis vous savez ce qui lui est arrivé? Il a été arrêté. Arrêté. Procès. C'est pas allé en procès, mais ses avocats ont essayé d'éviter le procès, justement. Et donc, c'est une affaire qui s'est judiciarisée. Le texte est devenu indisponible pendant les procédures. Donc, on a vraiment là une affaire de censure liée à la question de la pornographie juvénile, parce que c'était le chef qui permettait de l'inculper. Les autres? Oui? Titan d'Amérique qui a été accusé de colonialisme. Ça ne s'est pas passé au Québec, mais on en a beaucoup parlé au Québec. C'est en Ontario, il y a une commission scolaire qui a détruit des livres par le feu dans une cérémonie de purification, mais il y avait notamment Tintin en Amérique dedans. Donc, une des occasions probablement la plus spectaculaire récente dans lesquelles Tintin a été accusé, disons, de propager des stéréotypes racistes. Slave? Oui? Je ne me rappelle plus, c'est Robert Lepage qui avait été accusé d'exploiter la culture afro-américaine. Exactement. Donc, c'est des créateurs blancs, Betty Bonifaci, Robert Lepage, qui mettaient en scène un spectacle musical autour de chants d'esclaves afrodescendants. Il y avait une polémique autour de la question de l'appropriation culturelle. Peut-être qu'on a moins parlé ici. Bon, évidemment, moi, comme j'ai né dessus, je les avais suivis. L'incroyable secret de Barbe Noire de Franck Sylvestre. C'est une pièce qui devait avoir lieu commandée par une municipalité. Et d'après les affiches, des regroupements de défense avaient signalé que la marionnette reprenait des stéréotypes racistes. Ça avait fait une petite polémique, tant et si bien que la municipalité avait décommandé les représentations et elles n'avaient pas eu lieu. Elles ont eu lieu ailleurs, hein, fort heureusement. Mais autre cas autour de la question de l'art et de la façon dont l'art peut donner des prolongements à des thèses racistes ou discriminatoires. Et enfin, les Melons de la colère, ça vous dit rien? Ouais, c'est Vivès, c'est un BDiste français. Donc ça se passe en France, mais il y a eu un rebondissement ici parce que donc dans cette bande dessinée, on voit, il y a des images d'enfants qui ont des relations sexuelles. Et l'auteur a été poursuivi pour diffusion d'images de pornographie juvénile. Je ne me souviens plus de l'intitulé exact selon l'accusation en France.
Mais là où ça nous concerne, c'est que certaines bibliothèques publiques avaient décidé de retirer les textes des rayonnages. Donc vous voyez que quand même, la question de la pornographie juvénile, elle revient. Elle est revenue au moins à 2 occasions, et le grand procès qu'il y a eu au Québec autour de la liberté de création dans les dernières années, c'est lié à cette question de la pornographie juvénile. Donc c'est pourquoi j'ai voulu m'y attarder. Donc, c'est des sujets qui sont très divers, hein, l'appropriation culturelle, le racisme, la protection de la dignité, ça c'est Mike Ward. C'est ça, hein, c'est pas le bon PowerPoint. Normalement, il y avait une petite image de Mike Ward. Oui, aussi. là, c'est parce que... Il est là, je suis cachée. Oui. Je suis cachée, c'est pas que je suis cachée, c'est lui qui est caché par moi. C'est une drôle de lapsus. Bon, voilà, je lui fais de l'ombre. Donc, Mike Ward aussi, atteinte à la dignité. La question du suicide aussi. J'évoquais tout à l'heure, je vous disais, bon, j'ai dit censure entre guillemets parce que bon, c'est quand même pas très clair si c'est des affaires de censure. Dans certains cas, oui, on peut parler de censure parce que c'est une autorité. Par exemple, dans le cas d'Hansel et Gretel, c'est une autorité qui fait un procès. Puis vous ne pouvez pas vous soustraire à la loi, c'est comme ça. Si on vous met en prison, ben, vous pouvez résister, mais ça va vous poser plus de problèmes. Dans d'autres cas, c'est nettement moins clair. Je pense par exemple à l'affaire de Slav, c'était des protestations. Si finalement des représentations ont été annulées, c'est parce qu'il y a eu une autocensure du festival de jazz de Montréal qui avait programmé le spectacle. Donc, c'est plus tout à fait de la censure. Donc, configurations différentes, mais tout ça crée quand même un climat, d'autant que les médias s'intéressent à ces affaires-là, un climat de limitation ou de surveillance, disons, de la création. Puisque on parle de la question de la censure, je voudrais quand même remarquer que on a de la fiction, pardon, puisqu'on parle de la fiction, on a quand même des configurations très différentes. Hein. Dans certains cas, vous avez, par exemple, Hansel et Gretel, c'est un roman, on est très clairement dans la fiction, il y a absolument... On voit aucun lien, par exemple, c'est pas un fait divers romancé. On est même dans le surnaturel, donc on est très clairement dans la fiction. Mais dès que vous allez du côté des arts vivants, la question de la fiction devient un petit peu plus compliquée à trancher. Bon, par exemple, pour Slav, bon, vous pouvez dire que c'est des personnages qui sont sur scène, mais il n'empêche qu'ils sont joués par des personnes réelles. Et que ces personnes-là, si elles sont blanches et qu'elles jouent des noirs, ça n'a pas la même signification que si vous avez des personnages de papier, comme dans un livre. C'est aussi évidemment très différent pour la question de la cigarette sur scène. Ce qui intéresse le ministère public, c'est pas le fait qu'on donne de mauvais exemples sur les scènes, c'est qu'on est dans un espace fermé, que les gens ne sont pas prévenus et qu'on ne connaît pas quelle est la dangerosité d'une simple exposition à la fumée, même si c'est du faux tabac, pendant une représentation. Donc, il y a une dangerosité dans le fait de partager le même espace. Donc, vous voyez que les arts vivants sont des lieux très intéressants pour interroger la liberté de création et notamment la liberté de la fiction, parce qu'il y a toujours un bout qui échappe à la fiction. Hein, c'est un art performatif. Donc j'en viens à la question qui va principalement occuper celle de la pornographie juvénile. Je vais commencer par détailler la façon dont la pornographie juvénile est définie par le Code criminel canadien, et puis je reviendrai dans un deuxième temps sur les effets que le droit prête à la pornographie juvénile. Et ce qui va m'intéresser dans ce second temps, donc le petit 2 consacré à la dangerosité, c'est la distinction, ou plutôt l'indistinction que le droit fait entre représentation référentielle et représentation fictionnelle. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors, je commence par la définition de la pornographie juvénile. C'est important parce que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait ce qu'on a à l'esprit. Rappelons d'abord que le Code criminel canadien il vise la production, la possession, la distribution et aussi le simple fait d'accéder à de la pornographie juvénile. Dans le cas de la production, je pense que c'est ce qu'il y a de plus
intéressantes pour réfléchir à la question de la fiction. Dans le cas de la production de pornographie juvénile, ce qu'on pourchasse, c'est bien le fait de figurer une activité sexuelle impliquant un mineur. Ce n'est pas l'acte lui-même. L'acte lui-même est poursuivi, mais par un autre article de loi. Ce que pourchasse l'article 163.1 alinéa 1 du Code criminel, c'est vraiment la représentation. Donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Et ça explique ce pourquoi le droit poursuit aussi bien les représentations fictionnelles que référentielles, parce que ce qui importe, c'est pas qu'un enfant réel ait été impliqué. C'est la captation, la fixation, la figuration même de cette activité sexuelle impliquant un mineur. Alors, pourtant, quand on pense à de la pornographie juvénile, on pense en premier lieu à des représentations référentielles, à des photographies, à des films. Depuis quelque temps aussi, avec les deepfakes, on va penser aussi à d'autres technologies qui permettent de prendre des images réelles pour créer un faux. Et pourtant, vous allez le voir, le Code criminel canadien, il poursuit toutes les représentations, qu'elles soient référentielles ou fictionnelles. Et ce qui veut dire que des romans, mais aussi des dessins peuvent être poursuivis. Alors, je n'ai pas de statistiques sur ce point, mais c'est quand même très clair, cela dit, qu'il y a un décalage entre ce que la loi couvre vraiment et ce à quoi le législateur aussi pense quand il définit la pornographie juvénile. Quand on va regarder les rapports commentés par les gouvernements, quand on va regarder les travaux des spécialistes, ce qu'ils ont en tête quand même à peu près tout le temps, c'est des photographies ou des films réels, donc qui ont impliqué des enfants réels. Je n'ai pas de statistiques sur cette question-là, mais je pense quand même que la poursuite de dessins ou d'écrits, et surtout d'écrits fictionnels, sont exceptionnels, sont extrêmement rares. Mais c'est précisément moi ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'interdit d'imaginer, qu'il y ait quelque chose qui soit interdit de représenter. C'est une vieille lune, ça fait longtemps qu'on interdit de représenter des choses, l'obscénité quand même de vieux jours, mais ce qui est particulier dans le cas de la pornographie juvénile, c'est que c'est un interdit vraiment très précis. On interdit un personnage, le mineur, dans une situation particulière, c'est-à-dire participant à une activité sexuelle. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Il me semble que l'encadrement de la décence n'avait jamais été aussi précis quant au contenu interdit. Je pensais par exemple à l'interdiction des croix gammées ou de certains symboles. Mais c'est des symboles, ce n'est pas des images. Là, on est vraiment dans des images qui sont interdites. C'est ce qui me paraît quand même intéressant avec la question de la pornographie juvénile, et c'est pourquoi je me retrouve un petit peu coincée avec cette question, je dirais, c'est pourquoi elle continue de m'arrêter, de me faire réfléchir. Alors, on va regarder ensemble la définition par le Code criminel, parce que c'est important de l'avoir à l'esprit. Je vais la lire en entier, même si c'est un tout petit peu long, parce que, comme je vous le disais, ça prend certainement à revers ce qu'on se figure. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, la pornographie juvénile, et encore, les juristes ont de la chance au Canada parce qu'il y a une définition. En France, on interdit les enfants dans des textes ou dans des représentations pornographiques, mais on ne définit pas ce que c'est que la pornographie. C'est plus compliqué d'agir à ce moment-là. Là, on a une définition qui est extrêmement précise. Donc, pornographie juvénile. Toute représentation, en anglais, il y a marqué représentation visuelle. C'est plus précis. Donc, toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques. Soit, petit 1, petit i, où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle et se livrant, ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite. Soit dont la caractéristique dominante est la représentation dans un but sexuel. Je vous ai mis en couleur les éléments de la définition qui reviennent dans chacun des paragraphes.
d'organes sexuels ou de la région anale d'une personne âgée de moins de 18 ans, ce qui pose la question, par exemple, des photos d'enfants qu'on a dans des albums de famille. Il y a le « dans un but sexuel » qui est censé écarter ce cas de figure-là. Petit b, de tout écrit, de toute représentation, de tout enregistrement sonore qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans. Petit c, de tout écrit dont la caractéristique dominante est la description dans un but sexuel d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans. Et petit d, de tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation dans un but sexuel d'une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans. Bon. Cette définition-là, elle appelle plusieurs remarques. La première, c'est qu'il n'y a rien qui vient exclure la fiction là-dedans. Vous voyez que les termes choisis sont volontairement larges. On parle de représentation, écrit, enregistrement. Tous les supports sont visés, visuels, écrits, audio. Par ailleurs, ces mêmes matériaux qui, sans décrire, figurer, représenter ou simuler une activité sexuelle, la préconisent ou la conseillent, sont aussi interdits. Ça, c'est le petit b. Alors, je vous disais que c'est un personnage qui est interdit, c'est le mineur. Il est interdit de mettre en scène un personnage de mineur, qu'il s'agisse d'une personne réelle comme fictionnelle. Donc, un dessin d'une personne qui se présente comme mineur, vous voyez que la loi le précise, c'est aussi interdit. Mais ce qui veut dire que si on pense au régime de l'écrit, vous prenez un texte et vous changez au début du texte l'âge du personnage et vous le passez de 19 à 17 ans, ça devient illégal. Quel contenu? Alors, le petit AI parle d'une activité sexuelle explicite, c'est-à-dire des actes, c'est la jurisprudence qui précise, je cite, qui sont à l'extrémité de l'éventail des activités sexuelles, à savoir les actes comportant la nudité ou des activités sexuelles intimes représentées de manière détaillée et non équivoque. En conséquence, et là la précision est importante, les représentations de contacts sexuels anodins comme le baiser ou l'étreinte ne sont pas visées. Ailleurs, il est précisé que la représentation de cette activité sexuelle doit être une caractéristique dominante. Donc, ce que j'ai mis en rouge. Alors là, on pourrait se dire, je pense encore à l'écrit, ça veut dire quoi, caractéristique dominante? Ça veut dire que, par exemple, dans Hansel et Gretel, est-ce qu'il faut que tout le livre soit un livre de pornographie? Non. Il suffit que la caractéristique dominante d'un extrait soit la représentation d'une activité sexuelle. Donc, vous voyez que c'est une définition extrêmement large. Comment? Alors, il est mentionné à plusieurs reprises que la description, la présentation, la simulation doivent avoir un but sexuel. Je l'ai mis en vert. Qu'est-ce que ça veut dire, un but sexuel? Ça fait l'objet de beaucoup de quiproquos, puis c'est intéressant, je pense, de s'y arrêter. La jurisprudence précise que le but, qu'il y a un but sexuel si la représentation peut, je cite, raisonnablement être perçue comme visant à stimuler sexuellement certaines personnes. Donc, il suffit donc de pouvoir répondre à cette question, est-ce qu'un pédophile pourrait être stimulé sexuellement par ce matériel? Donc, vous voyez que le but sexuel, c'est aussi très large. Ça ne veut pas du tout dire que l'auteur ou l'autrice a eu l'intention de, ça n'a rien à voir avec l'intention du créateur ou de la créatrice, c'est est-ce qu'une personne raisonnable, tierce, regardant ça, se dirait ça peut stimuler sexuellement un pédophile. Donc vous voyez, à nouveau, ça élargit considérablement la définition. La question de préconiser ou conseiller, donc quand on ne représente pas une activité sexuelle impliquant un mineur et qu'on la préconise ou qu'on la conseille, c'est aussi interdit. Si vous avez lu l'entretien que j'ai fait avec Hugo Gilbert Tremblay pour l'inconvénient, on parle de cette question-là. Ce serait quoi une fiction
conseille ou qui préconise. C'est assez compliqué de trancher cette question-là. Enfin, je précise quand même que le législateur a prévu une exception pour tout but légitime lié à l'administration de la justice, à la science, à la médecine, à l'éducation ou aux arts. Donc, il y a une exception à partir du moment où on peut, ou par exemple pour sa défense, quelqu'un dit oui, mais c'était pour une activité artistique, c'est une représentation artistique, et que le ministère public n'est pas capable de prouver qu'en effet, c'est pas artistique, on échappe à la définition, non pas à la définition, mais on échappe à la condamnation. Mais ça n'empêche pas que, selon le droit, c'est quand même considéré comme de la pornographie juvénile. C'est de la pornographie juvénile, mais vous n'êtes pas condamné. Et ça rentre quand même dans la définition. Bon, alors, je m'excuse, c'est un petit peu, évidemment, long d'aller regarder une définition comme ça dans le détail, mais je pense que c'est important parce que, justement, ça va nous permettre de réfléchir de manière un petit peu plus précise à la place de la fiction dans tout ça. On voit qu'elle n'est pas visée en premier lieu, mais elle n'est pas exclue non plus. Alors, est-ce que nous sommes les seuls au Canada à inclure la fiction dans les formes de représentation poursuivies en vertu de l'article contre la pornographie juvénile? Dans Fait et Fiction, qui est paru en 2016, j'ai vu que vous l'avez pas mal lu dans le séminaire, Françoise l'avocat revient sur cette question, donc page 301 et suivante, si vous voulez aller regarder un petit peu plus longuement ce qu'elle expose. Elle a repéré 3 positions, disons, dominantes par rapport à la fiction dans les articles de loi visant la pornographie juvénile. La première position, c'est celle du Canada, c'est aussi celle de la France, qui est d'interdire toutes les représentations, qu'elles soient fictionnelles ou référentielles. En France, et je trouve que c'est pas inintéressant, l'article de loi a changé en 98. Avant, il y avait marqué dans l'article de loi que c'était les images qui étaient poursuivies. Et en 98, on a rajouté les images et les représentations. Pourquoi? Parce qu'on anticipait des développements technologiques qui allaient... Je crois qu'à l'époque, ils pensaient aux hologrammes. Donc, on ne pense plus forcément à ça maintenant, mais ils anticipaient des développements technologiques et ils se sont dit, représentation, ça va être plus large. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? C'est des romans qui ont été poursuivis. Parce que le roman aussi, c'est de la représentation. Vous voyez que les termes sont quand même extrêmement importants. Deuxième position, celle d'interdire les représentations uniquement si elles sont réalistes. C'est le cas, par exemple, aux Pays-Bas et en Allemagne. C'est une position qui, semble-t-il, est assez dominante en Europe. Or, ça a donné lieu à des interprétations complètement divergentes de la part des tribunaux qui n'avaient pas forcément la même interprétation de ce qui est réaliste ou pas réaliste. C'est quand même une position qui permet de protéger un petit peu plus la fiction et donc l'art fictionnel. Et la troisième position, c'est celle des États-Unis qui interdit les représentations qui ont impliqué un enfant réel, donc, et uniquement celle-là. Bon, il faudrait moduler parce qu'il y a eu quelques changements depuis, mais quand même, c'est la position, disons, majoritaire. Cette position-là des États-Unis, elle est vraiment propre aux États-Unis. Il faut dire que la protection de la liberté d'expression est particulièrement forte aux États-Unis. Dans ce bref tour d'horizon occidental que dresse l'avocat, elle va prendre pour contrepoint un autre cas, qui est celui du Japon, et qui est celui des mangas. Des mangas qui vont fréquemment mettre en scène des activités sexuelles, mais aussi des mineurs dans des situations érotiques.
Il y a même un certain nombre de types de mangas dont c'est la charte qui font ça. Le lolicon, shotacon, toddlercon, bon, ça met en scène des filles, des enfants, des petits-enfants, et même le babycon, des bébés. Cette pratique-là au Japon, on voit là des différences culturelles. Cela dit, elle a été aussi contestée. Elle est de moins en moins communément admise. Et Françoise Lavocat évoque en 2011, son livre date de 2016, évoque en 2011 une grosse polémique qu'il y avait eu à Tokyo quand le maire a essayé d'interdire ces représentations, ce type de manga. Ce que je trouve intéressant quand même avec la question des mangas, c'est que dans un contexte de mondialisation, ces productions culturelles japonaises-là, elles ont beaucoup circulé, y compris dans le monde occidental, où les mangas ont été beaucoup considérés comme des productions culturelles destinées aux enfants, ce qui n'est pas le cas au Japon. Alors, ça a créé un certain nombre de difficultés, y compris pour des diffuseurs de mangas, dont certains ont été condamnés en France ou aux États-Unis, parce qu'ils avaient diffusé des mangas qui étaient parfaitement légaux au Japon. Le cas des mangas n'est pas le seul. Pensez aux sites de partage en ligne, par exemple de fanfiction. Ces sites de partage en ligne, qui sont extrêmement populaires, c'est probablement là que se joue la pratique littéraire actuellement, en termes de quantité de production. C'est des espaces qui n'appartiennent pas à une législation propre, ou en tout cas, elles peuvent appartenir à une législation propre, mais s'y retrouvent des gens qui viennent de cultures législatives complètement différentes. Donc pour l'un, cette représentation est légale, pour l'autre, elle est illégale. Or, dans les fanfictions, pensez par exemple à Harry Potter, qui est très très souvent repris et réécrit. C'est un type de fanfiction, la fanfiction pornographique sur Harry Potter. Elle est par définition entièrement illégale au Canada. Alors, on a quand même beaucoup de problèmes, je dirais, posés par cette variation des législations entre des pays qui, par ailleurs, entretiennent un commerce culturel assez abondant. Alors, j'en arrive à ma dernière question, qui est celle de la dangerosité de la fiction. Vous connaissez peut-être la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui est une loi française qui nous fait sourire aujourd'hui. Mais jusqu'en 2011, on interdisait que dans un livre pour enfants soit présenté sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse. On se dit, bon, à quoi bon interdire tout ça? C'était plus appliqué déjà en 2011, mais enfin, cette interdiction-là peut nous faire sourire. De la même manière, quand on lit les plaidoyer du procureur Pinard qui s'était attaqué à Madame Bovary, on se dit, mon Dieu, est-ce si grave de représenter l'adultère? Évidemment, c'est plus facile de défendre la liberté d'expression dans ces cas-là, qui sont probablement moins sensibles pour nous, que pour le cas de la pornographie juvénile, où on peut se demander si la fiction ne peut pas propager, entretenir des stéréotypes qui vont présenter des enfants comme des partenaires sexuels potentiels. De la même manière, je pense qu'un film qui inciterait à la haine des Juifs ou un spectacle de divertissement qui entretiendrait des thèses masculinistes, on aurait plus de difficultés à les défendre. Est-ce que tout ceci n'est qu'une stricte affaire de sensibilité? Hier, on était sensible à ces questions-là. Aujourd'hui, la paresse, susciter la paresse chez les enfants, ça ne nous paraît pas comme un objectif de surveillance de l'art majeur. La pédopornographie, oui. Bon, mais probablement que c'est une affaire de sensibilité, mais si on dit ça, il faut ajouter que c'est aussi la sensibilité du droit.
puisque ces discours-là sont interdits par beaucoup de législations, tout comme la propagation d'idées d'idées propres à susciter la haine de certaines catégories de population. Alors, comment le droit canadien, c'est-à-dire comment les parlementaires, la Cour suprême spécialement du Canada, vont appréhender le risque que pose la pornographie juvénile en particulier? Comment est-ce qu'ils justifient de poursuivre aussi les productions fictionnelles? En d'autres mots, pourquoi, selon le droit canadien, faut-il encore attaquer les fictions à caractère pédopornographique? Alors, pour répondre à cette question, je vais me prendre appui sur une affaire qui est une affaire fondatrice, c'est l'affaire Sharp, qui a été vraiment un point tournant dans l'histoire de l'encadrement de la pornographie juvénile. Alors, dans cette affaire-là, qui a été tranchée en 2001 par la Cour suprême a eu l'occasion de revenir sur la définition que le législateur venait de produire, de la définition de la pornographie juvénile et de l'importance de l'interdire. Alors voilà les raisons énumérées par la Cour suprême pour pourchasser les représentations pédopornographiques, et je vais les commenter une par une pour terminer. Première raison, la pornographie juvénile favorise des distorsions cognitives. Deuxième raison, elle alimente des fantasmes qui incitent à commettre des infractions. Troisième raison, elle sert à initier et à séduire des victimes. Et quatrième raison, des enfants sont exploités dans le cadre de la production de pornographie juvénile impliquant de vrais enfants. La criminalisation de la possession peut réduire le marché de la pornographie juvénile et l'exploitation des enfants qui y est souvent associée. Je commence par la quatrième raison. On se dit a priori, ça ne touche pas vraiment à la fiction, ça ne nous permet pas de répondre à la question pourquoi est-ce qu'il faudrait interdire la fiction. En fait, oui, parce que la précision qui est donnée juste après, à l'effet qu'il y a un marché de pornographie juvénile pèse lourd dans la balance, puisque ce marché de la pornographie juvénile est alimenté par des représentations qui sont réelles comme fictionnelles. Or, il est beaucoup plus facile pour les brigades de prévention, de protection de la jeunesse, de faire interdire tout un marché, plutôt que de dire dans ce marché, il va y avoir des choses légales et d'autres illégales. En plus, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils se mettent à aller chercher qu'est-ce qui est une vraie image, une fausse image, un écrit inspiré de la réalité, un écrit inspiré de la pure imagination, ce qui est un travail évidemment beaucoup plus compliqué. Les trois autres arguments sont quand même plus intéressants pour nous pour réfléchir aux effets de la fiction. Je commence par le plus simple, le troisième. La pornographie juvénile sert à initier et à séduire des victimes. Ça, c'est avéré, que les pédocriminels, pour convaincre les enfants, se servent de représentations. Cet argument-là, il revient à penser que les représentations d'activités sexuelles impliquant des mineurs, qu'elles soient référentielles ou fictionnelles, peuvent donc servir aux pédocriminels comme d'appât. Et en gros, ces représentations-là, elles servent à faire exister dans l'ordre du possible des activités sexuelles impliquant des mineurs, notamment entre adultes et mineurs. La seule existence donc de ce type de représentation est dangereuse. On peut tout de même noter que les représentations factuelles auront probablement une vertu d'actualisation plus grande que les représentations fictionnelles, tout simplement parce que si ça a eu lieu en vrai, ça a peut-être une force de persuasion plus grande que si on l'imagine. On le fait exister comme une possibilité de manière beaucoup plus convaincante si ça a eu lieu. Les deux derniers arguments sont plus complexes, et puis je pense aussi c'est les plus intéressants pour nous. La pornographie juvénile favorise des distorsions cognitives et elle alimente des fantasmes qui incitent à commettre des infractions. Alors le premier argument, il mobilise un vocabulaire qui est inspiré de la psychologie, qui provient d'un rapport d'experts qui a été produit en marge de l'affaire Sharp. Et l'idée est la suivante, donc la consultation de pornographie juvénile crée
ou renforcent des distorsions cognitives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les distorsions cognitives? Ce sont des croyances erronées. Donc, consulter de la pornographie juvénile va renforcer ou créer une croyance erronée selon laquelle l'activité sexuelle avec un enfant est acceptable. L'argument, donc, vaut autant pour les représentations réelles que fictionnelles, hein, cette fois-ci. Parce que l'enjeu le plus important, c'est que la représentation présente les activités sexuelles entre un mineur et un adulte de manière favorable. C'est ça qui est important. C'est ça qui va créer ou renforcer ces distorsions cognitives. Le fait que ce soit fictionnel ou non est secondaire, mais à mon avis, ça pèse quand même un petit peu. Hein. Si c'est fictionnel, ça, exactement comme je disais tout à l'heure, ça a peut-être une force de conviction un petit peu moins grande. L'argument suivant, qui renvoie à la reconduction de fantasmes, est assez proche hein, de celui des distorsions cognitives. La différence, c'est que dans le premier cas, on dit que la pornographie juvénile va banaliser les activités sexuelles avec des mineurs. Dans le second cas, elle ne va pas banaliser, mais elle va rendre désirables ces activités sexuelles avec des mineurs. Donc, mais c'est le même argument. On pourrait le résumer comme ça. Ces représentations-là, elles peuvent susciter de l'imitation. C'est un vieil argument. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux arguments ont fait l'objet d'un désaccord lors du procès de première instance. Donc, quand ça arrive à la Cour suprême, ça a été tranché par un tribunal de première instance, ensuite par une cour d'appel, et puis ensuite c'est revu par la Cour suprême. En première instance, le ministère public avait prétendu que la pornographie juvénile, je cite le ministère public, elle fait en sorte que les inhibitions morales peuvent être affaiblies. Des personnes qui, sans cela, n'exploiteraient pas des enfants peuvent être amenées à le faire. À l'appui de ces propos, le ministère public avait donc produit ce rapport dont je parlais d'un psychiatre qui évoque les distorsions cognitives et les fantasmes. Or, le juge du procès avait estimé que la preuve scientifique en la matière était trop faible. Et de fait, la défense avait produit un autre rapport dans lequel des experts disaient que, en fait, la consommation de pornographie juvénile pouvait provoquer une satisfaction de substitution et donc éviter les passages à l'acte. Le juge de la Cour suprême a retoqué cet argument d'absence de preuves scientifiques en disant, je cite la juge en chef de la Cour suprême, « L'absence d'opinion scientifique unanime n'est pas fatale. Il se peut qu'un comportement humain complexe ne se prête pas à une démonstration scientifique précise. Et les tribunaux ne peuvent pas astreindre le législateur à une norme de preuve plus rigoureuse que ne le permet le sujet en question. » Donc, il n'y a pas de consensus scientifique, on n'est pas obligé d'avoir un consensus scientifique. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que fait le juge? Il se fie à son bon sens. Je continue. Bien que la preuve scientifique ne soit pas solide, c'est toujours la juge en chef qui parle, je suis d'avis que les éléments de preuve présentés en l'espèce étayent l'existence d'un lien. L'exposition à la pornographie juvénile risque d'affaiblir la résistance et les réticences des pédophiles à l'égard de l'exploitation sexuelle d'enfants. En banalisant l'abominable et en apaisant la conscience, l'exposition à la pornographie juvénile peut faire paraître normal ce qui est anormal, acceptable ce qui est immoral. Vous voyez, hein, même si on s'avance sur le terrain du droit, la question de la moralité est jamais tout à fait loin. Alors, je ne vais pas arrêter trop longtemps sur cet exemple, mais il incarne très bien ce que Hugo Gilbert Tremblay décrit dans son livre comme une, je le cite, « ouverture sélective du droit aux découvertes de la science ». Quand les juges sont déjà convaincus de quelque chose, ben, ils vont être plus enclins à suivre les dernières découvertes de la science. Donc, vous voyez, là, ils ont retenu celui des deux rapports qui allaient déjà, en fait, dans leur sens. Pour revenir à la question de la fiction et ses effets, je voulais souligner que les deux arguments de la banalisation, ou peut-être de rendre désirable une représentation par la représentation fictionnelle, sont des avatars d'un argument ancien qui veut que les fictions aient des fonctions de modélisation de nos
manières de penser et de nos manières d'agir. C'est l'exemplarité des fictions qui est là en jeu. Il s'agit d'une idée qui est extrêmement banale, qu'on retrouve dans des réflexions beaucoup plus larges sur les effets du récit, par exemple, ou encore sur les effets du stéréotype. Au cours des dernières décennies, cela dit, cette question-là, de l'effet des fictions, a fait l'objet d'études empiriques. Donc, je vous rappelle que ce que j'ai cité là de l'affaire Sharp, ça date de 2001. En 2001, il n'y avait pas d'études qui tranchaient clairement l'effet des représentations, pas uniquement fictionnelles, mais des représentations en général. Depuis, il y a eu quand même un certain nombre d'études qui ont été faites, notamment en sciences cognitives, je pense que vous en avez parlé, sur les effets de la fiction. En général, pas autour des représentations pédopornographiques, des études qui essayaient de s'interroger sur l'affaissement ou le renforcement de la conscience morale du lecteur ou du spectateur en face d'une fiction. Or, ces études-là, vous avez dû en parler, j'imagine, donc Jean-Marie Schaeffer en parle, François de Lavocat aussi en parle dans son ouvrage. Elles ne sont pas unanimes. On va en trouver certaines qui vous disent que le sens moral est suspendu quand on prend connaissance d'une fiction, d'autres qui vont vous dire le contraire. Donc, il n'y a pas de consensus forcément sur cette question. Cela dit, depuis quelque temps, il semble y avoir eu un consensus scientifique qui s'est dessiné, puis ça explique l'affaire Blair, autour non pas de représentation sexuelle, mais autour de la représentation du suicide. Plusieurs études concordantes semblent démontrer l'effet d'entraînement que peuvent avoir les représentations, y compris fictionnelles, du suicide sur le public. Ce qui explique que l'UNESCO en effet un texte d'intervention, et c'est probablement en s'autorisant de ce texte d'intervention-là que le Bureau de la santé publique a agi. Donc vous voyez que je me suis un petit peu éloignée de la question de la pornographie juvénile, mais c'est aussi le but. Je voulais m'en servir pour réfléchir plus largement à la définition de ce que c'est que la fiction et la définition des effets de la fiction. Et vous voyez qu'on retombe quand même sur de vieux arguments qui sont assez anciens. Ça fait 2 millénaires qu'on se demande si la fiction donne des mauvais exemples ou au contraire un effet cathartique. J'imagine que vous en avez parlé. On ne sort pas vraiment de ce débat quand on lit la décision de l'affaire Sharp. Alors en conclusion, je voulais quand même souligner qu'il y a 2 constantes dans l'histoire des interprétations représentationnelles. Donc j'élargis un petit peu la question de la fiction. En général, elle touche des nouveaux médias. Le roman feuilleton, le cinéma, Internet, les jeux vidéo. Et deuxième trait caractéristique, elle vise à protéger des populations que l'on estime vulnérables. Alors, soit en tant que ces populations vulnérables sont les destinataires influençables de ces représentations. Pour prendre le cas de la pornographie juvénile, il y a une médicalisation de la pédophilie récente qui fait qu'on a considéré aussi ces personnes comme particulièrement influençables. Donc, on protège les personnes vulnérables, soit parce que ce sont les destinataires influençables de ces fictions, de ces représentations, soit parce que ce sont des personnages que ces représentations mettent en scène et que ces personnages sont des cibles fragiles. Donc, par exemple, les enfants. Vous voyez que si on prend ces 2 traits caractéristiques-là, on comprend bien comment la pornographie juvénile est devenue une cible des pouvoirs publics dans les années 1990, alors que se développait Internet. Donc l'image qu'on a certainement en tête autour de l'interdiction de la pornographie juvénile, c'est l'interdiction des réseaux de pédophiles qui, sur Internet, font circuler des images réelles. Et on est aussi avec la pornographie juvénile, évidemment, en phase de destinataires influençables et de personnages vulnérables des mineurs.
Alors aujourd'hui, alors que la lutte contre la pédocriminalité continue à s'intensifier, le sort particulier qu'on continue de réserver aux représentations pédopornographiques me semble tout à fait remarquable. De fait, et je veux dire que c'est quelque chose moi, qui me surprend beaucoup, le droit canadien punit aussi sévèrement la représentation d'une activité sexuelle avec un mineur que l'incitation réelle d'un mineur réel à avoir des activités sexuelles, ou encore que la commission réelle de contact sexuel avec des mineurs. Dans tous ces cas-là, vous ayez produit une représentation ou un acte, vous êtes passible de 14 ans d'emprisonnement avec une peine planchée d'1 an. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu d'avoir produit ou diffusé de la pornographie juvénile, vous êtes forcément condamné à au moins 1 an de prison. Alors, je trouve cette configuration-là où représentation et gestes réels, actes de parole, actes tout court se retrouvent sur un pied d'égalité remarquable, étonnante dans le sens remarquable, surprenante. En tout cas, moi, elle me fait me poser des questions et je me demande si on n'a pas là un symptôme plus général de notre inquiétude actuelle, et là je rejoins tout à fait le propos de Pierre Hébert, de notre inquiétude aujourd'hui à l'endroit des représentations. Et je dirais pas seulement de la fiction, mais des représentations en général et de leur puissance de conviction. Alors, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Mathilde.